on est 5 dans le collectif, comédiens, comédiennes, auteurs, musiciens, ingénieurs du son. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne de manière assez horizontale en fait. C'est que quelqu'un peut arriver avec un projet, le proposer au collectif et tout le monde essaie de se mettre au service de ce projet. Voilà. Et on essaie de travailler un maximum avec les forces en présence dans le collectif. Et parfois on ouvre à des amis, à des invités, parce qu'on a envie de collaborations différentes aussi, d'élargir voilà, notre univers et notre horizon, je pense, artistique. Et voilà, je crois que pour le fonctionnement, on peut dire que c'est ça. Oui, et peut-être aussi un collectif qui est une partie formation art de la scène, une autre musique, technique et médias. Et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'on est arrivé sur le terrain de la radio, puisque c'est à la fois un média, c'est un moyen de diffusion médiatique et c'est aussi un art en tant que tel et c'est un langage en tant que tel. Et donc on ne fait pas que ça, mais c'est souvent la radio qui se trouve finalement au centre des activités. Le projet de départ était l'occasion fait le larron. On a eu la possibilité de pouvoir proposer quelque chose à un festival radiophonique, donc avec une pièce sur la scène. Et c'est un endroit où on aime bien aller, parce que faire de la radio sur la scène, finalement, c'est un peu antinomique au départ, même si la relation entre le théâtre et la radio a toujours été ambiguë, proche et en même temps à se tirer dans les pattes, mais c'est une relation intéressante. Et donc, on a créé ce projet à partir de textes que Florent avait déjà écrits il y a longtemps. Et ça a permis de jouer 2 fois ce spectacle sous forme d'une performance avec des choses qu'on avait déjà expérimentées avec d'autres projets avant. Et la version qui a été proposée ensuite, ça a fait l'objet aussi d'un peu le hasard du premier confinement, où on s'est dit, en fait, voilà, on a joué ce spectacle 2 fois, c'est dommage d'arrêter là, est-ce qu'on ne ferait pas une version studio? Et donc avec cet enjeu de la transposition d'un spectacle écrit pour la scène à une œuvre qui devient une œuvre de studio avec donc de nouveaux enjeux, un nouveau langage qui doit s'adapter à du studio. Et donc il y a des choses qui marchaient bien sur scène, qui ne marchaient plus en studio, d'autres choses qu'on a pu faire en studio qui étaient trop compliquées à faire sur scène. Voilà en quoi ça a consisté, la réécriture. Dans Les Creux Dangereux ou La Louve Abîmée, déjà c'est un alexandrin. Il se trouve que cette pièce-là fait partie d'un ensemble de portraits, tous écrits en alexandrin. Et l'ensemble s'appelle « Et toi, où prends-tu tes larmes ?» Et c'est à travers le portrait de 5 personnes, a priori pour l'instant ça va être 5, c'est le portrait d'une famille, on va dire. Donc c'est pourquoi avoir choisi ce titre parce que c'est l'histoire, c'est l'autoportrait fictionnel en tout cas d'une femme qui est aussi une mère, et c'est son parcours à travers des creux dangereux, des creux comme les creux des vagues évidemment, et cette mère qui peut être une mère louve sort, ou en tout cas traverse cette vie compliquée, un peu chancelante parfois, un peu boitillante, bancale, et donc une louve abîmée, blessée. Voilà, je crois que le titre vient de cette image-là, en tout cas, d'un parcours compliqué et d'une femme animale qui souffre, en tout cas, mais se relève toujours. Et il se trouve que chaque portrait, le deuxième volet qu'on vient de terminer s'appelle « Dans la boue et l'acier ou la colère du cerf ». C'est le portrait du père, pour le coup. Voilà, qui est aussi basé sur un autoportrait en alexandrin, mais avec un traitement et une mise en onde, une mise en forme très différente du premier volet, du premier chant, comme on a appelé ça. Les alexandrins, c'est un peu la première fois que je m'y frotte. Et je pense que les alexandrins, enfin j'en suis sûr même, l'idée c'était d'aller un petit peu vers ce côté tragédie, dans l'acception antique de la tragédie, sans aucune prétention, mais en tout cas c'était d'aller dans cette forme de langue
je ne sais pas si on peut dire élaboré, mais en tout cas tragique, comme ça, avec que chaque phrase porte un destin, un tout petit peu. Hein. Je crois que c'était un peu ça l'idée. Enfin, j'en suis même sûr, parce que c'était la mienne. Je suis sûr que c'était mon idée. Pardon. Parce que j'ai tapé dans Google texte en alexandrin, et puis j'ai eu ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas mal finalement. Non, mais voilà. Alors, l'idée, voilà, les alexandrins, c'était vraiment pour aller vers ce côté tragédie qui me touche, et avec des destins comme ça. Et en fait, le texte en lui-même est assez court. Il y a peu de vers, on va dire. Le gros pari, ça a été justement de comment faire une transposition de ce texte assez court dans une pièce sonore un peu plus longue, qui puisse s'écouter comme un long format, on va dire. Ça fait 26 minutes, donc c'est entre moyen et long. Voilà. Et du coup, comment disséminer ce texte le long de cette narration, et comment articuler autour des scènes jouées ou des tableaux, on va dire. Cette forme qu'on a essayé de donner, je crois, à ce premier chant, ça a été un peu comme une peinture. C'est plutôt comme un tableau dans lequel on invite les auditeurs, auditrices à se laisser embarquer. Il n'y a pas un fil narratif, enfin, il y a un fil narratif un petit peu ambigu en tout cas. Il n'est pas un personnage qui va d'un point A à un point B. C'est vraiment un peu une balade. On aime bien l'idée de l'épopée, comme ça. Donc l'épopée, c'est l'histoire qui se fait en se disant, si on va un petit peu dans l'étymologie. Et donc, c'était un petit peu cette idée-là. C'est aussi une des premières fois qu'on se prête à cet exercice, je crois, hein, de faire quelque chose d'un peu, comment on dit, symbolique plus que figuratif peut-être. Voilà, donc ça a été un gros pari. Moi j'avais ce texte en alexandrin, et puis on s'est dit, ok, pour que ça marche en adaptation radiophonique, on va quand même y ajouter des scènes assez triviales, je vais dire, du coup quotidiennes. Ce qu'on aime bien faire, je crois, avec le collectif, c'est de mélanger un peu comme ça le trivial et le poétique, sans prétention encore une fois, le trivial et le lyrique. Et je crois que ça ramène aussi à ce que disait Seb tout à l'heure. Il parlait de baroque, et c'est vrai qu'on a des influences. Seb est à la fois un musicien classique, enfin un pianiste, et un musicien électronique. Du coup, on aime bien mélanger ces deux univers-là, le classique et l'électro. On aime bien manger plein de choses, des fricadelles, tout ce qui est culture locale. Mais on aime bien aussi mélanger vraiment la poésie et le trivial, voilà, le quotidien. On aime bien travailler sur le chœur aussi, donc on a inséré un chœur, comme dans les tragédies aussi, un chœur qui chante et qui vient porter une parole, ou qui vient commenter les actions des protagonistes, ou qui vient en donner le contrepoint. Et on aime bien faire chanter à des chœurs des choses complètement triviales aussi, qui ne sont pas des chants sacrés, qui sont même plutôt des chants païens. Et dans cet épisode-là, en tout cas, on a aussi beaucoup travaillé sur des chants traditionnels, païens, de lutte italienne. Hein. Oui, des chants folkloriques. Des chants folkloriques, oui, païens. Il y avait sans doute trop d'idées musicales, trop de propositions de thèmes. Ça s'est un peu condensé, mais ça reste relativement foisonnant dans les propositions. Je crois que le cadre a été donné aussi par l'expérience de la scène, qui donc à un moment a limité aussi les possibilités, parce que sur scène on était 7 et on était 2 à faire vraiment de la musique, 4 à pouvoir chanter, enfin vraiment de la musique, 2 à avoir des instruments et 4 à pouvoir utiliser leur voix. Donc ça a jeté les bases et un peu les limites, même si après en studio ça a fait l'objet d'une réécriture, donc où des nouvelles choses étaient possibles. Ce qui s'est fait, c'était pas délibéré, mais en fait le personnage de ce chant de la louve est en la mineur, du début à la fin. Le personnage du père, du cerf qu'on vient de terminer, il est en do mineur. Et donc il y a cette idée qui est assez simple, mais qui est une idée plus musicale, de partir de cette tonalité pour qu'à un moment tous les éléments s'accordent ou se désaccordent par rapport à cette tonalité sur laquelle on revient, un peu comme Camille l'a fait avec son fil il y a 10 ans.
un peu comme on le trouve dans la basse continue et dans plein de musiques en fait. Et je trouve ça assez chouette, c'est que dans cette pièce, à beaucoup de moments, quand la parole de narration en alexandrin doit reprendre le devant, eh bien c'est vrai qu'on la laisse rarement complètement seule. Il y a souvent un bourdon à l'arrière qui est un bourdon qui est quand même assez travaillé en fait. Donc c'est pas juste enfoncer une note et attendre que ça se poursuive. On essaie de mettre des variations dedans, de la sensibilité, et ça va jouer sur le temps, la perception du temps aussi beaucoup. Donc il y a cet élément-là qui est assez présent. Il y a eu le travail sur les chœurs et les chants polyphoniques où on s'est permis de se les réapproprier. C'est-à-dire qu'il y a un sanctus qui est une polyphonie traditionnelle qui normalement est chantée en groupe. On a fait ça pendant le lockdown. Donc en fait, j'ai demandé à une des chanteuses qui est la chef de chorale, Juliette Van Petegem, de m'envoyer les chants avec les lignes mélodiques qu'on avait prédéterminées et aussi pour la composition du titre, qui est une composition que j'ai faite moi-même. Et donc j'ai envoyé toutes les lignes mélodiques à chacun de me les envoyer, de s'enregistrer de chez eux et de faire un montage. Donc on est dans ce truc assez original, qu'on réutilise une forme traditionnelle qui normalement est chantée dans un cadre uniquement réaliste, c'est-à-dire naturaliste. Ce sont des gens dans les chants folkloriques qui se retrouvent soit dans le travail, dans les champs, dans des caves et qui chantent ensemble. Ici c'est un travail de montage, donc on a vraiment une réappropriation très contemporaine aussi liée au montage numérique et tous ces outils de quelque chose de folklorique, et je trouve ça assez intéressant. C'est ce qui fait ce mélange qu'on peut trouver insupportable aussi, hein, mais en tout cas c'est ce qui est dans les gènes de ce qu'on a voulu faire. Et peut-être qu'il y a encore une dernière chose, c'est l'élément plus, je vous ai parlé de basse tout à l'heure, je pense qu'il y a un élément de musique urbaine. Évidemment j'ai aussi grandi avec ça, j'aime les musiques électroniques, minimales, hip-hop, trap, tout ça, j'entends ça et je pense que ça fait partie des écritures aujourd'hui qui font que la radio est aussi musicale et que ce n'est pas mettre une musique sur un texte. Je pense vraiment, nous, notre travail, il est tout le temps, on essaie toujours de se dire, ok, en fait, on ne fait pas de l'habillage sonore, c'est pas un décor musical. On fait une symbiose entre un texte, le rythme des alexandrins, le rythme des mots, l'énergie, la prosodie qu'il y a dans les accents des mots, dans les syllabes. On va vraiment travailler beaucoup. La musique, elle ne s'arrête pas à, tiens, tu mets un la ou un ré, c'est, ok, dans cette phrase, la musique, elle fait ça. Et en fait, on a enregistré 20 fois cette phrase. Quelle est l'articulation qu'on préfère dans cette phrase? Et c'est là que les mots ne sont pas juste linguistiques et sémantiques, ils sont aussi évidemment sonores, et ce son va donner du sens à ce qu'on a voulu faire avec cette balade en fait. Une balade qui est sensitive, plus qu'une histoire narrative. Donc, Et toi, où prends-tu tes larmes, c'est le titre générique de ces 5 portraits. Et donc, le titre de la série, c'est Et toi, où prends-tu tes larmes. Et ce titre vient, en fait, c'est une référence à Le voyage au bout de la nuit de Céline. Il y a une phrase, à un moment, dans laquelle il dit, alors je ne la cite pas exactement, mais « Elle n'avait que 20 ans et n'avait nulle part où prendre ses larmes ». Et voilà, moi, c'était un moment où j'écrivais autour de ma famille, comme ça, un petit peu des portraits très intimes. Et je me suis dit, tiens, et moi, mes larmes viennent d'où, quoi? Et d'où viennent les larmes, où ma famille, les membres de ma famille prennent-ils leurs larmes? Qu'est-ce qui les meut au plus profond d'eux-mêmes? Qu'est-ce qui les fait avancer, continuer à avancer? Qu'est-ce qui les fait tomber? Et qu'est-ce qui les fait se relever? Voilà. Notre envie avec la radio, c'est de l'expérimenter dans les studios, mais aussi sur la scène, parce qu'il y a vraiment des autres enjeux d'écriture qui se passent une fois que le public voit une partie des choses, alors que la radio est aussi l'art aveugle, considéré comme un art aveugle. Et là, on choisit de montrer une partie des choses. Et donc, on a bien aimé faire ça avec Pileta Remix, et on prépare une version scène de Beau jeu de monstres, qui est une pièce qu'on a réalisée en 2016. Qui va être donc en coproduction avec plusieurs scènes belges et françaises. Et donc ce sera pour janvier 2023, donc c'est encore long. Mais on va expérimenter là différentes formes qu'on travaille depuis des années, c'est-à-dire le chant polyphonique, la musique électronique, une tête binaurale sur la scène, un public au casque, donc une spatialisation aussi autour de ce personnage. Voilà. Ouais, et peut-être, je crois que ce qu'on essaie de faire quand on fait de la radio sur scène, c'est comment augmenter la fiction radio par les outils du spectacle vivant. Donc sans faire de l'artifice lumineux, mais en tout cas comment est-ce qu'on guide l'écoute? Parce que c'est assez compliqué pour les spectateurs, auditeurs, auditrices qui viennent nous voir sur scène, viennent voir une fiction radio sur scène, parce qu'ils n'arrivent pas toujours à déterminer l'origine du son. Et donc parfois les gens passent du temps à essayer de savoir qui fait quoi. Et du coup, en passant ce temps-là, ils perdent aussi peut-être le fil. Donc l'idée de ce travail sur scène, c'est comment est-ce qu'on guide un peu l'écoute.
on pose un peu des balises comme ça qui permettent aux gens de tracer le dessin, quoi. Et donc, le tableau se fait grâce aussi à des outils qui sont propres au spectacle vivant, la lumière, la corporalité aussi, le jeu direct, même s'il y a de la corporalité en studio et tout ça. Hein, mais en tout cas, là, sur scène, les gens voient. Et dans les silences, il ne se passe pas rien. C'est vrai qu'un silence pur à la radio, il ne se passe rien. C'est très difficile d'imaginer ce qui se passe dedans. Ou alors, ça laisse vraiment... c'est très difficile d'imaginer... c'est très difficile d'intuiter à un auditeur ou une auditrice ce qui se passe dans un silence. Par contre, sur scène, un silence va être matérialisé par un regard, et ce regard va transmettre quelque chose. Et du coup, c'est une balise de plus pour... ça nous donne des outils en plus, nous, pour affiner aussi peut-être les narrations et les histoires.